La question du conflit du Sahara occidental. Ouais. Est-ce que ce conflit ne risque pas de dégénérer à la lumière des évolutions? Est-ce que chez nous au Maghreb, la côte du Sahara occidental, ça ne peut pas exploser? Là, dans le futur proche, non. Si on résume ça, si le Maroc, lui, il voudrait résoudre le problème à travers la guerre, on aurait dû voir une guerre depuis très longtemps. On sait qu'il y a le mur de sable. C'est une zone après militaire que personne n'a le droit d'aller. Ça veut dire si quelqu'un il passe par là-bas, il y a un risque de mourir qui peut atteindre jusqu'à plus que 100%. S'il rentre, il y a un risque de mourir tout simplement. Ils ne contrôlent rien du tout. Les Francs Polisario, ils sont à Tinouf, ils sont en Algérie, ils ne sont pas dans le Sahara occidental actuellement. Et techniquement, il y a une portion de 20% du territoire qui n'est pas contrôlé par le Maroc. Non, il la contrôle militairement. C'est juste que les Marocains n'ont pas le droit d'aller. Parce que c'est une zone militaire. Si par exemple il y a une menace, cette menace elle est entièrement détruite par l'armée marocaine et c'est son droit de se défendre. Il n'y aura pas de relations diplomatiques qui ne vont pas revenir à la normale comme avant entre la France et l'Algérie. Si Boualem Sansal, il ne sera pas libéré. Qu'est-ce qu'il a dit déjà dans les médias frontières? Il a raconté un fait historique qui existe dans tous les livres. C'était quel empire à cette époque qui gouvernait le Maroc? C'était qui? C'était Almoraved. Almoraved et Youssef Noutachfine, ils gouvernaient quoi? Ils gouvernaient le Maroc, c'était le Maghreb. Sahara. Ouais, en fait, c'était pas l'Algérie, c'était le Maroc, c'était le ouais. Maghreb. Mais après, est-ce qu'il y avait un État algérien à cette époque? Oui, mais il n'y avait pas d'État marocain non plus, c'était un État maghrébin. Non. C'était un État maghrébin. La question du conflit du Sahara occidental. Ouais. Est-ce que ce conflit ne risque pas de dégénérer à la lumière des évolutions de ce monde troublant dans lequel nous vivons? Est-ce que ça va rester dans le statu quo ou est-ce que ça peut aller ça peut dégénérer davantage puisque voilà, la guerre elle est partout, les armes parlent un peu partout, etc. Depuis la guerre en Ukraine, on a eu Gaza, on a eu ensuite un franc conflit Israël et Iran. Est-ce que chez nous au Maghreb, la côte du Sahara occidental, ça ne peut pas exploser? Alors, là, dans le futur proche, non. Pour plusieurs raisons. Après, si on résume ça, si le Maroc, lui, il voudrait résoudre le problème à travers la guerre, on aurait dû voir une guerre depuis très longtemps. Donc le Maroc, non, carrément, il est très très loin en fait de cette propagande où je peux dire même en fait la situation d'entrer en guerre avec l'Algérie. On a vu par exemple même ce qui s'est passé il y a 2 ans dans la frontière avec l'Algérie, dans la ville de Saïdia. Voilà, il y avait 2 personnes de jet ski, ils ont entré, ils ont été abattus froidement par l'armée de frontière algérienne et il y avait un cadavre qui n'a pas été récupéré juste après plusieurs mois et une autre personne qui a fait de la prison comme ça juste parce qu'il a rentré dans les frontières, alors que normalement si c'était un autre pays, il aurait dû même déclarer la guerre contre l'Algérie, alors que le Maroc il y a eu aussi un incident auparavant, les camionneurs algériens. Ouais. Les camionneurs algériens au Sahara occidental. Alors les qui auraient été assassinés, ce qu'a fait les autorités algériennes, par des drones de l'armée marocaine. Ces 2 camionneurs, ça aurait pu aussi déclencher les hostilités. Alors techniquement, je ne peux pas savoir est-ce que vraiment c'est un drone marocain qui les a tués, mais il y a une chose importante dans tout ça. Normalement, c'est strictement interdit de passer par cette zone. On sait qu'il y a le mur de sable. C'est une zone après militaire que personne n'a le droit d'aller. Ça veut dire si quelqu'un il passe par là-bas, il y a un risque de mourir qui peut atteindre jusqu'à plus que 100%. Donc c'est tout à fait normal. Donc ils ont le droit normalement de tirer directement. Parce qu'après le mur du sable, il y a une petite zone normalement de 20%. Le Francs Polisario, ils disent qui contrôlent. Voilà. Mais eux, ils passaient pour aller en Mauritanie. Ils n'allaient pas vers le mur du sable. Là. En réalité, eux, ils n'allaient pas vers le mur du sable, les camionneurs. Alors eux, ils ne contrôlent rien du tout. C'est juste parce que le Maroc, il a mis le mur du sable là-bas. Et du coup, normalement, toute cette zone est militarisée. Il y a des bombes, il y a des chars, voilà, ils ne peuvent pas entrer. Donc, s'ils rentrent, il y a un risque de mourir, tout simplement. Ils ne contrôlent rien du tout. Les Francs Polisario, ils sont à Tinouf, ils sont en Algérie, ils ne sont pas dans le Sahara occidental actuellement. Et techniquement, il y a une portion de 20% du territoire qui n'est pas contrôlée par le Maroc. C'est techniquement parlant, c'est une vérité. Non, il la contrôle militairement. C'est juste que les Marocains n'ont pas le droit d'aller parce que c'est une zone militaire. C'est pas une 20% que les autres, ils le contrôlent. Militairement, c'est lui qui contrôle cette zone. C'est juste que la population marocaine qui n'est pas militaire, qui n'a rien à voir avec militaire, les populations civiles, ils ne peuvent pas aller parce que c'est une zone militaire. Alors si elle était aussi contrôlée par le Maroc, pourquoi le Polisario continue à faire des opérations militaires, dont des attaques dans cette portion de 20%? Jusqu'à côté il y a encore des escarmouches jusqu'à maintenant. Selon les communiqués du Polisario, en tout cas, il dit qu'il y a toujours des escarmouches. Il affirme qu'il y a toujours des affrontements. Depuis 2020, le cessez-le-feu, il est tombé à l'eau. On est bien d'accord. Oui. Donc il y a des escarmouches encore. Dans les 2 côtés.
Oui, des deux côtés. Ouais. Ça veut dire que le territoire n'est pas entièrement contrôlé encore. Non, il est contrôlé, sauf que si par exemple il y a une menace, cette menace elle est entièrement détruite par l'armée marocaine et c'est son droit de se défendre. Voilà, c'est le cas. Alors, jusqu'où ira ce conflit? Est-ce qu'un jour, donc selon toi, mais- Mohamed, il n'y aura pas un affrontement Algérie-Maroc, il n'est pas prévisible, il risque pas de survenir. Ça peut arriver dans un seul cas. Si le régime algérien, par exemple, il arrive à un certain moment où il va tomber, il peut utiliser ça comme une dernière carte. Genre essayer de provoquer le Maroc pour l'emmener pour une guerre. Mais là, actuellement, tant que le Maroc ne souhaite pas carrément, comme je t'ai cité l'exemple des affaires des jet skieurs, voilà, tout simplement, parce que tous les Marocains attendaient que le Maroc va faire une réponse quand même, va faire quelque chose. Bah, en réalité, il n'a rien fait carrément. Ça veut dire que, même d'un point de vue diplomatique, moi, ce que je trouve étrange, c'est la diplomatie marocaine. Ils sont tellement forts avec l'Europe, avec la France, les États-Unis, avec presque tous les pays du monde, mais avec l'Algérie, ils sont vraiment très, très pacifiques. Vraiment pacifiques dans un sens, ils sont vraiment très négatifs. C'est qu'ils n'arrivent pas carrément à défendre. Pourtant, carrément. Mohamed, les déclarations du Ouais. représentant du Maroc au niveau de l'Assemblée, au niveau des Nations Unies à New York, Ouais. à Omar Hillel, c'est ça? Il n'est pas très amical à l'égard de l'Algérie, pardonne-moi. Omar Hillel, Non, mais moi- les attaques contre l'Algérie, l'indépendance de la Kabylie, etc. Il est très provocateur. On ne peut pas parler ça de pacifisme quand même. Non, mais moi, je ne parle pas en fait des paroles. Moi, je parle en fait des relations diplomatiques. Moi, je parle au niveau des actions. Ce que le Maroc, si tu vois en fait ce qu'il a fait avec la France durant la crise diplomatique entre le Maroc et la France, le Maroc, il était très efficace au niveau des renseignements, au niveau de sa représentation diplomatique. Donc, en fin de compte, il a réussi à convaincre la France pour reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, sachant qu'avec l'Algérie, il n'a jamais essayé une diplomatie offensive, genre un rapport de force, comme elle fait par exemple, comme on a vu avec Bruno Retailleau. Voilà. Donc l'Algérie, c'est un régime. On va y revenir. Voilà, l'Algérie, c'est un régime militaire. À mon avis, il fonctionne qu'avec le rapport de force. C'est ça ce qu'il donne. Moi, ce que je trouve ça bizarre, mais après, vraiment, je te demande de poser cette question à un responsable marocain directement. S'ils acceptent bien de venir sur mon plateau, je leur poserai volontiers la question. Voilà, tu lui poses la question pourquoi la diplomatie marocaine ne fait pas le rapport de force avec l'Algérie. Voilà, c'est ça la question. Et elle le fait très bien avec les autres pays. Tu as parlé tout à l'heure du problème avec la France. Donc, tu es, Mohamed, comme on a dit tout à l'heure, franco-marocain. Tu es membre du Conseil national des partis des Républicains, qui joue quand même un rôle important dans cette crise avec l'Algérie et qui a, si je me trompe, a toujours adopté, pour la majorité de ses membres, une position plutôt favorable au Maroc que plutôt favorable à l'Algérie, concernant le dossier du Sahara occidental. Maintenant, la France, elle a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais les visites des délégations gouvernementales françaises au Sahara occidental ont cessé à partir du moment où il y a eu un début de réconciliation avec Alger à la fin du mois de mars 2025. Est-ce que le rapport de force entre Algérie, Maroc et France ne va pas se rééquilibrer? Déjà, il n'y aura pas de relations diplomatiques qui ne vont pas revenir à la normale comme avant entre la France et l'Algérie si Boualem Sansal ne sera pas libéré. Donc, tant que Boualem Sansal est en prison, les choses ne vont pas revenir comme avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux dire, ce n'est plus le Maroc qui cause problème entre l'Algérie et la France? À l'origine, c'est Boualem Sansal et Boualem Sansal, c'est en relation avec le Maroc. Donc, si on revient à la source, c'est le Maroc. Voilà, c'est la reconnaissance du Sahara. Et après, en fait, il y avait des étapes en fait, qui sont succédées. Il y avait la reconnaissance, et après, il y avait l'arrestation de Boualem Sansal. Après, il y avait les affaires des influenceurs algériens. Après, il y avait l'affaire des passeports diplomatiques, etc. Comme ça, on monte, on descend. Mais vraiment, l'affaire qui a explosé tout, c'est l'affaire de Boualem Sansal. Mais Boualem Sansal, normalement, moi, je pense, en fin de mois, il aurait dû jamais être en prison si la France n'avait pas reconnu le Sahara. Ouais. Donc, tu le penses? S'il n'y avait pas la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, Boualem Sansal ne serait pas en prison? Bien sûr que oui. Parce que Boualem Sansal, il rentrait toujours en Algérie avec un passeport algérien plusieurs fois. Il n'a jamais eu de problème. Là, cette dernière fois, c'est là où il a été
jugé pour des faits qui sont très très graves, qui atteintent la souveraineté de l'Algérie. Bon, bien sûr, ce sont des choses inventées, parce que moi, j'ai entendu sur RTL hier les questions qui étaient posées à lui devant le tribunal, c'était du bullshit. Voilà, donc, et bien sûr, c'est comme un bouc émissaire, tout simplement, c'est comme un otage que l'Algérie pourra utiliser, tout simplement pour négocier avec lui. Il s'avère, d'ailleurs, il assume, Bruno Retailleau, le président de ton parti, les Républicains, est très ami avec Boualem Sansal. Il le dit, il a signé même un livre pour la libération de Boualem Sansal, il dit que c'est son ami. D'ailleurs, Boualem Sansal, à son retour d'Algérie, il devait dîner avec, rencontrer Bruno Retailleau. Et cette relation entre Boualem Sansal et Retailleau, etc., elle suscite la controverse en Algérie. Bruno Retailleau, toi tu le connais, tu l'as connu, tu le connais. Est-ce que c'est un anti-algérien? Est-ce que c'est un algérophobe, comme le dit la presse algérienne, comme l'accusent les dirigeants? Est-ce que vraiment il déteste l'Algérie? Est-ce que c'est un algérophobe ou juste il défend les intérêts de son pays ou il utilise le conflit politique entre l'Algérie et le Maroc, l'Algérie et la France pour surfer sur l'électorat de droite et se préparer pour les présidentielles de 2027? Quelle est la vérité, honnêtement, toi qui es dans les Républicains? Alors moi je vais te dire. Tout d'abord, moi, je ne suis pas avocat de Bruno Retailleau, mais moi, je vais te dire la vérité et aussi ce que moi, je pense. Bruno Retailleau, c'est quelqu'un qui aime très, très bien, vraiment qui aime bien les immigrés qui sont très intégrés. Et les immigrés, soit qui sont d'origine marocaine, algérien, africain, asiatique, peu importe, mais qui sont très bien intégrés, qui aiment la France, qui sont assimilés aux valeurs de la République. OK ? Donc, il ne faut pas dire qu'il a un système ou qu'il a des idées d'extrême droite ou qu'il n'aime pas les étrangers, les immigrés, des choses comme ça. Non, 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 non. Vraiment, c'est même à l'intérieur de son cabinet, il y a pas mal de personnes qui sont d'origine algérienne et marocaine. Et je vais te donner même son bras droit, Othman Nosro, qui est de Casablanca. Il est d'origine marocaine. Voilà, il est franco-marocain. Par contre, non, c'est ce qu'on lui reproche. Voilà. On lui reproche d'être marocophile et algérophobe. Est-ce qu'il est vraiment marocophile et algérophobe? Du tout, il y a plein d'Algériens qui travaillent avec lui au sein du ministère. Donc, mais des personnes qui sont très assimilées aux valeurs de la République, qui aiment bien la France et qui sont très loyaux envers la France, qui sont bien intégrés. Là lui, ce qu'il n'aime pas, c'est les personnes qui font le bordel, tout simplement, qui ne sont pas assimilées à la République et qui sont liées à la propagande du régime algérien. Et je vais te dire une chose importante. Là, si vous parlez avec n'importe quelle personne dans la rue, qui n'a rien à voir avec la politique. Ici en France, vous lui dites qu'est-ce que vous pensez du régime algérien, il va te dire tout simplement que des mauvaises choses. Voilà. Donc le régime algérien, il est rejeté par toute la population qui n'a rien à voir avec la politique ici en France. Pas seulement vraiment les opposants, pas seulement en fait les Marocains. La gauche en France ne rejette pas le régime algérien pour autant. Voilà. Dominique de Villepin ne rejette pas le régime algérien pour autant. Non, mais... Il y a au sein de la communauté maghrébine beaucoup d'Algériens qui sont de franco-algériens qui sont partisans du régime algérien. Il est certes impopulaire auprès d'une partie des Français, mais il a aussi des partisans auprès d'une certaine population aussi. Je pense, non, quand même. Parce que tout simplement, Dominique de Villepin, il a des élections présidentielles et il cherche un financement. Donc, il peut peut-être avoir un financement de la part des personnes sympathisantes des régimes algériens. Donc, bon courage à lui. Et la même chose pour la France insoumise. Et d'ailleurs, on a vu lors de la fête de la victoire le 8 mai, il y avait une présentation parlementaire de la France insoumise qui sont allés en Algérie le jour même de la fête de la victoire. Hein. Ils sont allés là-bas, pourquoi là? Il y avait même les socialistes. Oui, mais je peux vous donner même des noms. C'est de la gauche qui normalement, qui essaye d'avoir de bonnes relations avec le régime pour bénéficier de quelques financements ou de bénéficier. C'est des accusations très graves. Ah oui, mais. C'est des accusations très graves. Est-ce qu'ils sont partis officiellement? Ils ont dit qu'ils sont partis pour reconnaître les crimes commis par la colonisation française et pour apaiser les mémoires. C'était ça le motif officiel. Mais allez, le jour de la fête de la victoire, c'est une provocation envers la France parce que quand même, ces députés, je rappelle qu'ils sont des députés au sein de l'Assemblée nationale française. Donc, ils sont là, ils sont élus par le peuple français pour défendre les intérêts de la France et pas les intérêts d'un autre pays. Mais est-ce que les intérêts de la France ne seraient pas de meilleurs rapports, des rapports plus cordiaux, plus amicaux et plus apaisés avec l'Algérie? J'aimerais bien. Il n'y a pas de problème. Moi, le premier, j'aimerais bien qu'il y aura de bonnes relations entre la France et l'Algérie, il n'y a pas de problème.
Mais le problème, c'est que l'Algérie... Est-ce que Bruno Retailleau veut ça aussi? Bien sûr qu'il veut. Mais le problème, vous avez Boualem Sansal qui est cette semaine que le procureur dans la cour d'appel, il lui demande 10 ans de prison. Bah, ça se voit qu'on ne va pas s'en sortir là. Bah, si c'était un criminel, c'est pas grave, mais c'est un homme innocent. Qu'est-ce qu'il a dit déjà dans les médias frontières? Vous le connaissez, le média frontière, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez vu la vidéo de Boualem Sansal? Il a dit tout simplement que personne ne mérite. Peu importe ce qu'il a dit. Bon, il est innocent. Personne ne peut aller en prison pour une opinion, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc. Non, mais c'est même pas une opinion qu'il a dit. Il a raconté... opinion, c'est une vision. Non. Il a raconté un fait historique qui existe dans tous les livres. Vous pouvez chercher juste sur Google, vous allez le trouver. C'est comme si, par exemple, je vous raconte que... Mais vous avez Rachid Nekez qui est parti à Marrakech. Il a dit, un fait historique aussi, que la mosquée de Marrakech a été construite par un personnage historique algérien. Il y a eu des réactions très hostiles. Ouais, mais attendez, il n'a pas été en prison, mais il a été poussé à ce côté le Maroc quand même. Le Maroc, il a commis une faute. Il ne devrait même pas lui donner, il devrait même pas lui donner l'accord pour entrer dans le territoire marocain. Pourquoi? Parce que c'est. Il est libre de venir au Maroc, comme Rachid Nekez. Non, il est pas. Non. Chaque pays est souverain, ses frontières. C'est vrai que le Maroc n'impose pas de visa pour l'instant pour les Algériens. Mais pour quelqu'un qui passe à la télé, passe dans les médias, dans les réseaux sociaux, qui dit n'importe quoi, pourquoi lui laisser rentrer tout simplement à travers la police des frontières? C'est la faute du Maroc. Dès qu'il a fait la vidéo... C'est ça la démocratie, non? Bien sûr que chaque pays... Mais la démocratie, c'est de laisser les gens dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent, même s'ils disent un peu n'importe quoi. Non, mais lui, il est étranger au Maroc. Il n'est pas algérien. Il peut dire ce qu'il pense de l'Algérie à l'intérieur de l'Algérie et même à l'extérieur. Ouais. Mais lui, il n'est pas marocain, lui. Pourquoi? Et en plus de ça, il a surfé sur un terrain d'histoire que lui, il ne connaît pas, que moi, je connais très bien. La mosquée de Koutoubia, il a été construit par le sultan Yaqub Mansour, à l'époque des Almohades. OK? Bien, on est bien d'accord. Il a pas construit que ça. Il a construit la Khair al-Dar, il a construit la mosquée de Hassan, et il y avait trois monuments historiques qui sont très connus au monde qu'il a fait. Et le grand-père de Yaqub Mansour, c'est Abdelmoumen. C'est lui qui a fait la Ménara, c'est le fondateur des Almohades. Abdelmoumen, il est né où? Il est né dans une région à côté de Tlemcen. Toute cette zone-là, à cette époque où Abdelmoumen elle est née, et c'était quel empire à cette époque qui gouvernait le Maroc? C'était qui? C'était Almoraved. Almoraved et Youssef ibn Tachfine, ils gouvernaient quoi? Ils gouvernaient le Maroc, c'était le Maghreb. Ouais, en fait, c'était pas l'Algérie, c'était le Maroc, c'était le Maghreb. Ouais, mais après, est-ce qu'il y avait un État algérien à cette époque? Oui, mais il n'y avait pas d'État marocain non plus, c'était un État maghrébin. Non. C'était un État maghrébin. C'était le Maghreb, non, c'était le Maghreb. C'était un autre Maghreb que nous ne connaissons pas aujourd'hui, c'est un Maghreb sans frontières. Non, mais c'était un État, pas vraiment la dynastie alaouite qu'on connaît actuellement, parce que ça existe depuis le XVIIe siècle. Mais c'était l'empire almoravide qui sont des Marocains. Voilà, tout simplement. Donc, ils sont nés à l'époque. Al-Morabéton, il y a des Al-Morabéton algériens, il y a des Mauritaniens, il y en a même qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Non, mais tous. C'était pas le Maroc à 100%. Non, c'est un seul profil. C'est un seul empire, avec des institutions, avec un sultan, avec un gouvernement, avec l'allégeance. On fera une émission. Je propose de faire un volet spécial sur l'histoire. Parce que là, Yaqub Mansour, si on rentre dans l'histoire... Et tous les sultans almohades, ils sont enterrés au Maroc. Si c'est le cas, pourquoi ils ne sont pas enterrés en Algérie? Voilà, tous, ils sont au Maroc, là. Non, mais si vous posez la question, soyez vraiment crédible, si vous posez la question même en espagnol, vous allez aller à Séville, vous allez trouver le drapeau almohade là-bas dans la vieille ville de Séville, à côté de la Khair al-Dar, la tour des Oro, etc. Et vous posez la question à n'importe quelle personne, ils vont te dire c'est des Marocains. Il ne va pas te dire l'Algérie, il va te dire les Marocains. Et la preuve, le mausolée là, actuellement où il enterrait les rois alaouites, il est à Rabat, à la mosquée de Hassan, qui a été construit par les Almohades. Par Yaqub Mansour, c'est lui-même qui a construit Koutoubia. Aussi ont construit en Algérie. Parce que ça appartenait. Mais ils ont construit en Tunisie. Sur le sujet d'histoire, je préfère mettre une émission spéciale. Parce qu'il y a beaucoup de tensions entre les deux pays concernant... Est-ce que le couscous est algérien? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce que le kaftan est algérien ou est marocain? Alors que si on lit l'histoire,
c'est le Maghreb. Le Maghreb, il y avait un Maghreb qui a existé, il y avait des dynasties, le Morabéton, le Mouah, qui ont essayé d'unifier le Maghreb. Ça existait, c'était pas l'Algérie, c'était pas le Maroc. Oui, oui. Mais ça, c'est une émission à part. Mais ils sont issus du tribu marocain. Ça, on va en parler plus tard. On fera une émission à part sur l'histoire, sur les vrais et les faux de l'histoire. Mais pour revenir à l'actualité, maintenant, entre la France et l'Algérie, le problème, est-ce que le Maroc ne va pas freiner la réconciliation? Et est-ce que Bruno Retailleau, si par exemple il va se présenter aux élections présidentielles, et s'il devient président de la République en 2027, est-ce qu'il va se comporter de façon équitable à l'égard de l'Algérie, à l'égard du Maroc? Est-ce que la droite française n'est pas trop favorable au Maroc au détriment de l'Algérie? Tout d'abord, je peux dire la droite et le centre, et même la gauche du Parti socialiste. Tous, ils sont d'accord aujourd'hui que le rapport de force, c'est celui qui fonctionne avec le régime algérien. Pourquoi? Parce que l'opinion publique française, il est d'accord avec la politique de Bruno Retailleau. Il y a juste une petite minorité là, qui sont à l'intérieur de la France insoumise, du Parti communiste, une petite minorité qui dit le contraire. Okay? Donc il y avait, à l'époque où il y avait la reconnaissance, il y avait un sondage Ipsos qui est sorti, qui dit seulement qu'il y a un seul parti politique qui est contre la décision d'Emmanuel Macron. C'est la France insoumise. Tous les partis, je parle des sympathisants et les adhérents, tous sans exception, vous connaissez Ipsos, c'est très crédible. Et moi j'ai vu le rapport, ils sont tous avec le Maroc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opinion publique, il est favorable à la décision de Macron. Et Bruno Retailleau, qu'est-ce qu'il va faire pour gagner les élections? Il va suivre l'opinion publique, bien sûr. Il ne va pas suivre la minorité qui sont avec la France insoumise. Voilà. Donc après, la réalité, qui est le perdant, le gagnant dans cette histoire? Parce que, qu'est-ce que veut la France aujourd'hui? Elle voudrait libérer Boualem Sansal, elle voudrait avoir de bonnes relations diplomatiques avec l'Algérie pour qu'il puisse commercer avec l'Algérie et aussi une bonne relation au niveau par rapport aux collaborations sécuritaires concernant le terrorisme, l'immigration aussi, etc. Parce que l'Algérie ne donne pas de laissez-passer consulaire pour permettre à expulser les étrangers, les délinquants qui sont dans les CRA aujourd'hui. Et ça, c'est un sujet qui est très chaud pour la population française en général et qui est très récupéré, utilisé par l'extrême droite et qui font vraiment beaucoup de pression sur Bruno Retailleau parce que Bruno Retailleau, aujourd'hui, il est ministre de l'Intérieur, il subit une grande pression de la part de Marine Le Pen, de la part de l'extrême droite, parce qu'ils disent tout simplement qu'il n'est pas efficace, il n'arrive pas à expulser. Voilà. Mais est-ce qu'en pratiquant une politique hostile contre l'Algérie ou le régime algérien, il pourrait être efficace? Finalement, l'Algérie risque de piéger Bruno Retailleau, elle risque de lui causer du tort. Non, la France, elle a bien sûr beaucoup d'appui, elle a beaucoup de choses qu'elle pourrait utiliser contre le régime algérien pour faire pression, sauf que Macron et son ministre des Affaires étrangères, vous connaissez, ils sont un peu centristes, tout simplement. Jean-Noël Barrot, il est issu de Modem, il n'a pas la même mentalité que la droite. Il ne voudrait pas aller trop loin, surtout qu'on est dans une période de fin de mandat, 2027 se rapproche. Donc, il ne voulait pas aller trop loin parce qu'à certains moments, on a entendu que la France voudrait tout simplement divulguer les comptes des généraux. On a entendu qu'il voudrait divulguer le patrimoine immobilier, etc. Par voie de presse. Officiellement, il n'y a rien d'officiel. Mais ici en France, qui souffle ces informations à la presse? Qui? C'est l'entourage de Macron. C'est l'entourage de Macron. Ou de Bruno Retailleau. En tout cas. De Bruno Retailleau. Voilà. Pas forcément Macron. L'entourage de ceux qui gouvernent, qui soufflent les informations à la presse. Je crois que Mohamed, une deuxième mi-temps s'impose. Je vous remercie, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.